Bien, bon écoutez, je pense que nous sommes pratiquement au complet. Avant que Florence Galzin, première vice-présidente, ne passe l'appel, donc je vous salue toutes et tous. Je salue aussi toutes les personnalités qui nous accompagnent, qui sont avec nous, le directeur départemental du SDIS, madame la payeur départementale, et ensuite les directrices de l'AML et de la DIL, et puis le directeur de l'aéroport. Voilà, donc merci, bienvenue ici dans cet hémicycle, et je vais laisser la première vice-présidente, Florence Galzin, faire l'appel. Bonjour à toutes et tous. Donc, Marie-Laure Baudouin est excusée, elle va arriver en retard, elle est sur une commission RSA. Laurence Bellet, Christophe Bouquet, Thierry Bracmont, Christian Brault, Francis Kamal, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, Marie-Agnès Courroy, Aude Denisot, Vincent Devailly, Marianne Dubois, Nelly Dury, Lynne Fleury, Jean-Pierre Gabel, Anne Gabory, Mathieu Gallois, Florence Galzin, Marc Godet, Hervé Gora, Karine Ribé, Johan Jobé, Nadia Labadi, Isabelle Lançon, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Hélène Lorme, Gérard Malbeau, Pauline Martin, Corinne Melsassar, Jacques Messas, Frédéric Néraud est excusé, Sophie Pellatte, Hugues Rimbourg, Ludivine Ravelot, Jean-Luc Riglet est excusé à donner pouvoir à Marianne Dubois, Hugues Saury, Vanessa Slimani, Christine Tellier, Dominique Tripet est excusé et a donné pouvoir à Mathieu Gallois, Philippe Vacher, Jean-Vincent Valliès. Bien, merci. Donc le quorum est très largement atteint. Merci à tous les présents. Dorénavant, il nous faut maintenant dénommer un secrétaire de séance. Je vous propose le Benjamin de l'Assemblée, Ariel Lévy, qui assure cette mission avec talent. Et puis, je vous propose d'adopter le procès-verbal de la session de décembre. Vous l'avez reçu, vous l'avez entendu, lu. Donc, je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des remarques? Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, le rapport est adopté. Bien, mes chers collègues, nous traversons des temps difficiles. Des temps où les crises, qu'elles soient économiques, démocratiques ou géopolitiques, se cumulent, interrogeant nos capacités à maintenir la cohésion de notre pays, à faire face à l'urgence sociale et à préserver nos valeurs. Mardi soir, j'ai participé, comme certains d'entre vous, à cette marche républicaine, partie de la synagogue jusqu'à la place de la République. Il s'agissait de dénoncer avec force cette lâche agression dont a été victime le rabbin d'Orléans samedi dernier. Une agression qu'il a subie parce qu'il était juif. Totalement intolérable. Pour cela, nous sommes tous concernés. Les fondements mêmes de notre République se trouvent alors attaqués. La liberté de penser et de croire doivent demeurer au cœur de notre pacte social. Arrêtons ainsi d'attiser la haine en permanence, en mettant à mal la devise de la République, surtout pour des visées électoralistes. LFI est allé vraiment trop loin ces derniers mois en multipliant la diffusion de slogans et d'affiches au caractère nauséabond. Il est temps que ça cesse. Car au cœur de cette tempête que nous traversons, il existe bel et bien un défi démocratique. Nous en sommes tous conscients et nous avons régulièrement l'occasion d'en échanger ensemble. Un défi qui n'est pas seulement une question de représentation politique, mais une question de lien, de confiance et d'adhésion à l'action publique. Il nous faut retrouver l'envie de faire nation, la capacité à trouver le compromis, le passage d'une vision individualiste à la volonté de partager et construire le destin commun. Les citoyens, les habitants de notre département s'interrogent régulièrement sur la capacité de nos institutions à répondre à leurs besoins. C'est dans cette époque de turbulence que nous, élus locaux, devons maintenir la flamme de l'engagement public et de l'action concrète. C'était d'ailleurs le thème de l'Assemblée générale des maires du Loiret cette année. C'est dans la proximité, dans l'action réelle et tangible, que nous trouverons la réponse aux défis qui nous font face. Notre tâche, mes chers collègues, est d'autant plus dure que, comme tous les départements de France, le Loiret est touché de plein fouet par les difficultés économiques que nous rencontrons aussi à l'échelle nationale. Nous devons faire face à une gestion financière extrêmement tendue,
conséquence de l'augmentation des dépenses sociales, d'une forte baisse de nos recettes et d'un manque de compensation récurrent des politiques transférées par l'État. Cette situation, vous la connaissez bien, puisqu'elle a été au cœur de nos échanges dans cet hémicycle, que ce soit au moment du débat d'orientation budgétaire le 31 janvier, ou bien lors de la session du 28 février, au cours de laquelle nous avons voté à l'unanimité le relèvement du taux des DMTO. La réalité est que cette nouvelle recette n'est absolument pas à la hauteur de toutes les nouvelles contraintes financières que l'État nous impose cette année, que ce soit en mesures nouvelles, directes, ou dans l'application des politiques sociales. Le gap en 2025 pour le Loiret se situe à 22 millions d'euros. Ce que l'on nous donne d'une main, on le reprend de l'autre, avec un mécanisme subtil qui conduit nos collectivités à devoir assumer, malgré elles, la responsabilité de la hausse de la fiscalité. Cette dégradation financière rapide touche tous les départements. Notre rapporteur général du budget, Christophe Bouquet, l'évoquera dans sa présentation de demain. Si en décembre 2022, la capacité d'autofinancement de l'ensemble des départements de France s'élevait à 8,4 milliards d'euros, elle n'est plus que de 147 millions d'euros en décembre 2024. Le chiffre parle de lui-même. L'heure est grave pour la structure départementale. Dans ce contexte, nous allons adopter notre budget en mars cette année et pour nous permettre d'avoir davantage de lisibilité dans nos décisions. Pour construire ce budget, j'ai souhaité qu'on en adopte une méthode reposant sur 3 principes: la transparence, la sincérité et la responsabilité. La transparence, car cette situation financière, je n'ai cessé de l'évoquer dans cet hémicycle depuis maintenant 1 an. Je l'ai également régulièrement évoqué auprès des maires et du grand public. Entre les commissions de février, dédiées aux pistes d'économie possibles, et les commissions de mars, avec l'étude des rapports budgétaires, près de 25 heures auront été consacrées aux échanges entre élus, majorité et minorité, sur la préparation du budget. Le deuxième principe qui m'importe est celui de la sincérité. Vous le savez, contrairement à l'État, et heureusement, nous devons adopter un budget à l'équilibre. C'est évidemment cette modalité qui rend la construction de notre budget particulièrement complexe. Certains départements ont alors été tentés de minorer certaines de leurs dépenses, comme par exemple le RSA, mais dans la tendance actuelle, cela ne semble pas très réaliste. Nous pourrions faire comme si tout allait bien. Ce serait sûrement le plus porteur politiquement. Mais nous avons fait le choix, au contraire, de la sincérité comptable en adoptant un budget en baisse qui soit le plus réaliste possible et qui s'élèvera à 799,1 millions d'euros. Alors que le Loiret est le 5e département de France le plus vertueux en termes de dépenses de fonctionnement par habitant, prouvant ainsi sa bonne gestion depuis de longues années, nous préférons affronter la situation en face pour ne pas sacrifier l'avenir au présent. En effet, le 3e principe qui nous conduit à vous soumettre ce budget est la responsabilité. Nous devons assumer le renforcement de certaines dépenses, mais aussi l'engagement d'un plan d'économie nécessaire. Nos politiques de solidarité restent le cœur de notre action. Sur les 799,1 millions d'euros, elles pèsent à elles seules, RH compris, 468,5 millions d'euros, en progression encore cette année de 30 millions d'euros, soit une hausse de 7%. Tout le monde pourra ainsi reconnaître notre volonté collective de continuer à protéger les Loiretaines et les Loiretains. Florence Galzin nous proposera d'augmenter ainsi le budget pour la protection de l'enfance qui progresse encore en fonctionnement de 10% cette année, atteignant les 87,5 millions d'euros. Cette politique reste l'une des priorités du mandat. La dépense a progressé de 70% entre 2021 et 2025. Nous avons fait beaucoup d'efforts et l'on peut remercier les équipes qui font face, mais qui s'épuisent, et nous en avons bien conscience. Nous suivons désormais la problématique directement avec la préfète et la procureure de la République à l'occasion des réunions du comité départemental de la protection de l'enfance. Malgré la sensibilité et la complexité du sujet, et au regard du besoin exponentiel, nous allons bien évidemment devoir travailler à davantage optimiser nos dispositifs, sans quoi nous allons droit dans le mur financièrement. On pourra également citer par exemple nos politiques pour les personnes âgées, 91 millions d'euros, et les personnes en situation de handicap, 108 millions d'euros, en progression respectivement de 5 et 15%. Christian Braud reviendra aussi sur la poursuite du plan Loiret Bien Vieillir,
ainsi que sur les financements dédiés au développement de l'habitat inclusif. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous inscrivons une dépense de RSA en hausse de 5,5%, qui s'élève ainsi à 108,4 millions d'euros. Enfin, dernier exemple, plus modeste, mais qui démontre nos priorités, c'est le doublement de notre enveloppe consacrée à la santé. Près de 3 millions d'euros y seront consacrés en 2025. Un meilleur accès aux soins est l'attente numéro 1 des Loiretains. À notre niveau, nous y participerons aussi, entre autres avec la mise en place du bus Loiret Santé. Nous l'avons présenté la semaine dernière à la presse avec Laurence Bellay. Avec le concours des CPTS volontaires, il permettra l'accès à des soins ophtalmologiques, dentaires et en médecine générale dans différents bassins de vie ruraux du département. Au regard de nos difficultés financières, il est bien évident que nous avons dû également décider de mesures d'économie. Nous avions déjà voté la réduction des dotations au collège pour les établissements dont les fonds de roulement dépassaient 75 jours pour une économie de 600 000 euros. C'est d'ailleurs une mesure très largement mise en œuvre par d'autres départements, ou comme, par exemple, la région Centre-Val de Loire. Nous allons aussi faire peser les efforts sur nos compétences non obligatoires, par exemple sur les chambres consulaires, moins 20%, les structures d'insertion par l'activité économique, vous avez déjà voté le principe en janvier, moins 15%. Moins 5% sur les initiatives jeunesse, moins 18% sur l'aide à la licence, qui retrouve son niveau d'avant Covid, qui passe de 5,40 à 4,40. Ces efforts restent malgré tout très mesurés. Parce que non obligatoires, nous aurions pu supprimer l'ensemble de ces aides, comme l'ont d'ailleurs annoncé d'autres départements. Il est bien évident que si l'on demande des efforts à nos partenaires, l'institution départementale doit également en réaliser aussi, sans détériorer le service rendu aux usagers. Moins 15% pour la communication et pour nos systèmes d'information, moins 27% sur le parc automobile, moins 6% sur notre politique d'achat. Pour poursuivre nos économies de fonctionnement, nous avons convenu avec Anne Gabory que nous allions devoir réaliser évidemment des efforts en termes de masse salariale. Un certain nombre de CDD arrivant à échéance en 2025 ne seront pas renouvelés et le renouvellement à l'occasion du départ à la retraite ne sera pas systématique. Toutes ces économies en dépenses de fonctionnement s'accompagnent d'importantes économies en investissement. En raison de la chute de notre capacité d'autofinancement, le département ne peut plus investir autant que les années précédentes. Nos dépenses d'équipement seront de près de 120 millions d'euros, une baisse de 25% par rapport à 2024, soit une économie de 40 millions d'euros. Nous avions assumé en 2024 le nouveau bâtiment administratif, le pavillon citoyenneté. En 2025, ce sera la fin du projet de déviation de Jargeau et des travaux de la véloroute du canal d'Orléans. Nous arrivons aussi en fin de déploiement de la fibre. D'autre part, grâce au travail d'Hervé Gora, de la Commission et de la Direction des infrastructures, nous pourrons diminuer fortement notre programme d'entretien des routes départementales, assumant une baisse de 40% de l'enveloppe consacrée, soit une économie de 20 millions d'euros. Bien évidemment, il faut être très prudent sur ce type d'économies qui ne peuvent durer dans le temps, au risque d'endommager durablement le réseau routier. Enfin, nous aurions pu supprimer toutes les aides aux communes, comme l'ont fait d'autres départements, par exemple la Gironde. Malgré une baisse de 20% de l'enveloppe annuelle du volet 3, nous continuons encore en 2025 à accompagner les communes dans leurs projets locaux. Le budget dédié à la mobilisation du département en faveur des territoires sera de 15 millions d'euros, moins 5 millions d'euros par rapport à 2024. Alors, il ne s'agit pas de tout abandonner. Le département sera encore très actif cette année. Nous inaugurerons le nouveau pont sur la Loire et la déviation, ainsi que la véloroute reliant Orléans à Montargis, concrétisant notre grand projet touristique, le Loiret au fil de l'eau. Le département portera par exemple les travaux de rénovation énergétique dans les collèges de Châteauneuf-sur-Loire, Poly-Légien ou Puiseaux. Et dans son périmètre, Jean-Luc Riglet continue aussi de défendre les actions figées dans la stratégie bas carbone. Les travaux de la caserne de sapeurs-pompiers d'Orléans se poursuivront. Ceux de la caserne de Châteauneuf-sur-Loire débuteront aussi en 2025. Le projet de la piste cyclable Orme-Brissy devrait être relancé d'ici la fin de l'année. L'espace naturel sensible du bois de Chamerolle à Chilleurs, au bois, devra être aussi ouvert au public. Nous maintenons le dispositif En Scène pour favoriser l'accès à la culture pour tous les Loiretains. Depuis 2023, ce sont plus de 200 spectacles qui ont ainsi été financés dans 109 communes du Loiret.
Vous le voyez, mes chers collègues, grâce à ce budget de 799,1 millions d'euros, nous pourrons encore protéger les Loiretaines et les Loiretains les plus fragiles, soutenir les acteurs locaux et investir dans l'aménagement de nos territoires. Mais attention, nous devons être lucides et honnêtes. La situation devient très compliquée et les marges de manœuvre de plus en plus limitées. Départements de France alertent continuellement depuis plusieurs années les gouvernements successifs. Nos ratios financiers se dégradent très rapidement. Les départements s'endettent massivement. Le Premier ministre nous avait promis une refondation. La nouvelle donne géopolitique internationale semble avoir écarté cette perspective de recherche pour les départements de nouvelles recettes plus cohérentes qui permettraient d'assurer leurs dépenses sociales. À noter que le reste à charge des allocations individuelles de solidarité pèse de plus en plus sur les départements et sur le département du Loiret aussi. En cumulé sur les 20 dernières années, c'est près de 1 milliard d'euros de non-compensation que le Loiret aura dû assumer. J'en profite pour attirer votre attention sur le pacte des solidarités et la stratégie Taquet, 2 contractualisations pour lesquelles nous attendons la confirmation de l'État de financement pour 2025. Je ne vous cache pas que cela met le département en porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs associations pour lesquelles nous n'avons pas inscrit pour l'instant de crédit pour 2025, n'étant pas assurés du cofinancement de l'État. Mais désormais, nous ne répondrons plus présents aux injonctions de l'État tant que de nouvelles dépenses imposées ne seront pas compensées à l'euro près. Dans ce contexte particulièrement inquiétant d'asphyxie financière qui touche l'ensemble des départements, nous souhaitons préserver nos missions de solidarité tout en protégeant au maximum ce qui permet le dynamisme de notre territoire et l'épanouissement des Loiretaines et Loiretains. Nous en appelons donc à la responsabilité du gouvernement, sans laquelle la construction de notre budget 2026 nécessitera des réductions massives dans tous les domaines. Parce que nous devons, quoi qu'il advienne, amortir au maximum ces impacts budgétaires, nous serons dans l'obligation de faire rapidement de nouveaux choix, de hiérarchiser nos priorités, voire de repenser notre modèle de fonctionnement. Mes chers collègues, voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule de cette session, en partageant une vision non pas pessimiste, mais réaliste. Nous devons travailler à la résilience de notre collectivité et relever les défis qui se présentent à nous. Ce budget sincère et responsable en sera la première étape. Et surtout, ne baissons pas les bras. Voilà, je vous remercie. Et je vous laisse la parole. Alors, Hélène Lorme, Hugues Saury et Madame Tellier. Et Monsieur Gall. Merci, Monsieur le Président. Comme cela a pu être évoqué lors de votre discours d'ouverture, il est délicat de commencer cette session qui nous conduira à débattre du budget primitif sans évoquer l'actualité locale et nationale en lien avec notre territoire. Dans l'actualité récente, nous faisons face à des actes abjects, nourris par le rejet de l'autre, la haine, le racisme, que nous condamnons avec la plus grande fermeté. L'agression dont a été victime le rabbin d'Orléans samedi dernier constitue un rappel brutal de l'inquiétante recrudescence de l'antisémitisme et des discriminations persistantes au sein de notre société. L'éducation, le respect de l'autre, le dialogue doivent prévaloir sur la haine et le rejet et nous permettre de préserver et construire une société juste et fraternelle. Je tiens ainsi à exprimer ma profonde solidarité envers la communauté juive. L'actualité européenne et internationale est aussi riche d'enseignements. Depuis plus de 3 ans désormais, la Russie a envahi l'Ukraine et il nous paraît crucial de réitérer notre soutien total et inconditionnel au peuple ukrainien ainsi qu'à son président Volodymyr Zelensky. Le changement d'alliance récent des États-Unis apporte un contexte géopolitique nouveau qui ouvre le débat sur la capacité de l'Europe à élaborer sa véritable politique de défense. Le président de la République a notamment déclaré que les ressources allouées à la défense au niveau européen devaient être augmentées. Bien que nous saisissons parfaitement cette position visant à assumer notre autonomie face aux nouvelles menaces et face à la montée de l'autoritarisme dans le monde, nous comprenons moins bien les insinuations que nous commençons à percevoir de certaines déclarations qui opposent politique de défense à notre modèle social. Comme si d'un point de vue budgétaire, les deux étaient inconciliables. Comme si nous devions inévitablement, impérativement renoncer à notre modèle social. Comme si un choix s'imposait
Et c'est en somme un grand classique de l'histoire qu'en période de crise, il faille sacrifier certaines de nos libertés, certaines de nos valeurs, notre identité même, pour garantir notre sécurité. Restrictions qu'on nous assure temporairement, mais qui finissent inéluctablement par devenir permanentes. Et je ne parle pas d'identité par hasard, car notre modèle social fait partie de l'identité même de notre pays, de notre démocratie. Renforcer notre capacité de défense tout en compromettant ce qui est un pilier de notre démocratie serait une erreur de l'histoire. Si un effort doit être consenti, ce n'est pas en altérant notre modèle social, au risque de voir les Françaises et les Français ne pas saisir ni accepter cet effort. Se pose évidemment la question du financement. Il est toujours surprenant, comme nous l'avons déjà souligné dans cette Assemblée, de constater que le débat sur le prix à payer est systématiquement abordé sous l'angle des économies budgétaires, tandis que la question de l'augmentation des recettes est promptement écartée, comme l'a fait récemment le président de la République. Récupérer des fonds là où ils se trouvent, de manière équitable et proportionnée, en fonction des ressources de chacun et chacune, relève d'une question de justice sociale, valeur fondamentale précisément de notre modèle social. L'objectif de ce modèle social est de protéger les Français contre les aléas de la vie, protéger les plus vulnérables. Dans notre département, il s'agit notamment, en vertu de nos compétences, d'accompagner l'enfance et les jeunes que nous accueillons en leur garantissant un avenir prometteur, de permettre à nos aînés de vieillir sereinement, d'apporter un soutien effectif aux personnes en situation de handicap, ainsi que de combattre la pauvreté et d'assurer à chaque bénéficiaire du RSA un accompagnement et une vie digne. Ces objectifs sont prioritaires et le budget 2025 aurait dû sanctuariser ces politiques. La situation financière de notre collectivité, comme de l'ensemble des départements, quelle que soit leur couleur politique, exige de trouver des solutions, des pistes d'économie en responsabilité. Et si nous comprenons certaines d'entre elles, nous sommes en désaccord sur des choix que vous réalisez, principalement sur nos politiques sociales. Certes, nous soulignons immanquablement l'effort fait depuis plusieurs années sur la politique de l'enfance, dans le sillage de la mission d'information et d'évaluation que nous avons demandé afin d'augmenter année après année le budget destiné à l'accueil des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Cet engagement substantiel atteste une réelle prise de conscience de la situation pour assurer l'avenir de ces jeunes. Vous faites donc le choix de faire des économies dans certains budgets de nos politiques sociales. Avant de prendre de telles décisions, il est indispensable de prendre la pleine mesure de leur impact à court et long terme sur les emplois des associations concernées, sur les actions qu'elles mènent sur nos territoires et sur les personnes qui en bénéficient. Actions qui, rappelons-le, répondent pleinement aux compétences du département. Comment expliquer, et nous y reviendrons à travers les différents rapports, la réduction de 10% des subventions aux centres de santé sexuelle, alors que leurs missions sont indispensables afin d'assurer un accès à l'information et aux soins des Loiretains et des Loiretaines, au sein de leurs différents lieux d'accueil, via les consultations médicales proposées, mais aussi grâce à leur intervention, toujours appréciée, notamment au sein des différents collèges du département. Comment expliquer la réduction de 3 000 € de la subvention au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, qui intervient aussi dans de très nombreux collèges? Comment expliquer la suppression totale de la subvention de 15 000 € à l'AJLA, Association des jeunes du Laos et leurs amis, qui mène de nombreuses actions à destination des jeunes? À l'inverse, nous regrettons que certaines décisions soient minorées ou inconsidérées. Comment justifier que ces efforts soient consentis par les collèges publics et les collégiens, notamment via l'écrêtement des dotations aux établissements ou encore la hausse sans tarification sociale du prix d'un repas dans les cantines, alors qu'aucune baisse d'enveloppe n'est constatée pour les collèges privés, que ce soit en fonctionnement ou en investissement? Comment expliquer les moindres efforts consentis pour la communication départementale qui ne relèvent pas des politiques prioritaires du département? Enfin, l'ensemble de ces divergences aurait pu être plus amplement débattu en commission dès le mois de février, contrairement à ce que vous avez mentionné, si celles-ci s'étaient tenues dans des conditions plus favorables. Pour la majorité d'entre elles, les documents ont été fournis sur table, en séance, ce qui rend, sur tous ces enjeux cruciaux, peu de recul et de sérénité pour débattre. Au-delà de la méthode et de ces divergences qui découlent peut-être au-delà de la méthode, ces divergences découlent peut-être du fait, comme nous l'avions regretté lors du débat d'orientation budgétaire, de l'absence d'orientation politique claire guidant les arbitrages réalisés pour construire ce budget.
Comme évoqué précédemment, sanctuariser nos compétences premières pour permettre, entre autres, de s'attaquer aux causes profondes plutôt qu'aux seules conséquences. En d'autres termes, il est crucial d'allouer des ressources à nos politiques de prévention, en réexaminant nos politiques sociales, renforcer les politiques de prévention de la dépendance, afin de contrer les difficultés rencontrées par les personnes âgées, dont beaucoup ne peuvent accéder aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Renforcer la protection maternelle infantile, l'accompagnement à la parentalité, ainsi que le soutien à la planification familiale et à l'éducation parentale. Comme je l'ai expliqué précédemment, la baisse de subventions au CSS ne va pas dans le bon sens. Il est crucial de s'attaquer aux obstacles qu'entrave l'autonomie de certaines Loiretaines et certains Loiretains, de lutter contre les freins à l'emploi et de soutenir les structures d'insertion, dont beaucoup sont en grande difficulté, comme en témoigne la cessation d'activité récente d'Amidon 45. Toute l'énergie et les ressources que nous investissons dans la prévention pour travailler sur les causes profondes sont autant d'efforts et de moyens que nous n'aurons pas à déployer pour gérer les conséquences bien plus importantes, telles que la perte d'autonomie des personnes âgées, l'accueil des jeunes confiés dont le nombre ne cesse de croître, ou encore le versement du RSA qui ne diminue pas. Et sur ce dernier point, nous y reviendrons également lors de l'examen des rapports. Nous nous inquiétons de la généralisation de l'expérimentation du RSA qui, s'il fallait le rappeler, s'est faite avant même qu'un réel bilan de l'expérimentation n'ait été tiré. Comment cette généralisation peut-elle être correctement réalisée sans que l'État ne soit financièrement à la hauteur? Aussi, permettez-moi de vous alerter sur l'avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale, publié il y a 2 semaines. Cet avis insiste sur les risques liés au nouveau régime de sanctions, la fameuse suspension-remobilisation. Le Conseil a ainsi demandé un moratoire sur l'application du décret en mettant en avant le risque important de perte de ressources. Et il demande également la mise en place d'un revenu plancher afin d'éviter que les sanctions ne privent totalement certains ménages de ressources financières. Cet avis pointe la logique même de cette réforme. Dans une note publiée sur Alternative économique, l'économiste Michael Zemmour a écrit, et je le cite, « Cette réforme parachève une évolution d'une décennie au cours de laquelle les objectifs de réduction et d'atténuation de la pauvreté, pour elles-mêmes, ont été délaissés, au point de subordonner toute la politique sociale à la politique de l'emploi à tout prix. » Et il rajoute « La politique sociale n'est plus une politique autonome avec ses objectifs propres, c'est-à-dire réduire la prévalence et l'intensité de la pauvreté, par exemple, mais celle-ci est entièrement subordonnée à la politique du marché du travail. S'il faut choisir, on dégradera les conditions sociales en espérant forcer une reprise rapide d'emploi. Nous regrettons cette logique qui est à l'opposé même de l'objectif de notre modèle social originel. La baisse de certaines enveloppes budgétaires que vous proposez dans le cadre de notre politique d'insertion ne va pas dans le bon sens. Nous avions récemment, dans cette enceinte, regretté la baisse de 15% de l'enveloppe allouée aux structures d'insertion par l'activité économique. D'autres enveloppes de nos politiques ne doivent viser à lutter contre la pauvreté sont aussi en baisse, comme les subventions pour les personnes en difficulté, qui passent de BP à BP de 820 000 € à 339 000 €. Ou encore les aides aux produits de première nécessité, dont l'enveloppe passe de 780 000 € à 522 000 €. Ces politiques sont au cœur de nos compétences et vous avez fait le choix de les réduire fortement. Nous n'aurions pas fait ce choix. Pour conclure, je souhaite quelque peu préfigurer l'avenir et je rappelle que nous sommes pleinement conscients des défis inhérents à l'élaboration d'un budget départemental. Nos débats et les décisions budgétaires qui seront prises pour 2025 n'effacent pas la question des années à venir. 2025 s'annonce comme une année difficile. Et ensuite, au vu du contexte international et national, au vu de la crise du logement, au vu du niveau de chômage, au vu du nombre croissant d'enfants que nous accueillons, au vu du vieillissement de la population, en quoi l'élaboration des budgets pour 2026, 2027 et les années suivantes sera-t-elle plus aisée? En effet, les initiatives prises ne sauraient être maintenues indéfiniment. Il est impératif, pour garantir la pérennité des départements, que l'État se penche sérieusement sur la question des ressources des collectivités locales et sur la structure de leur budget, devenue totalement opaque pour nos concitoyens. Et osons le dire également pour les élus. Il est crucial que les départements retrouvent une autonomie fiscale.
retrouvent les moyens d'agir et que l'État compense effectivement les compétences qu'il leur a transférées. Je vous remercie de votre attention. Ah, mais il y a au moins un point où je suis 100% d'accord. C'est sur le dernier point. Sur, effectivement, retrouver l'autonomie fiscale, les moyens d'agir. Effectivement, ça nous partageons totalement. Et c'est le grand combat de Départements de France pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une inflexion de l'État à ce niveau-là. Quand François Bayrou est venu à nos voeux et nous a parlé de refondation, donc on a eu une lueur d'espoir. On s'est dit, bon, je pense qu'il va... Parce que dans les discussions, il a un petit peu abordé la question. Et puis finalement, le contexte international, le contexte fait qu'on a l'impression que tout ça, c'est reparti au fond du tiroir, malheureusement. Sur l'année 2026, oui, ça va être encore plus compliqué, à n'en pas douter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on commence à travailler sur le budget 2026 dès maintenant. Dès maintenant et dès le mois de juin, on aura des sujets à aborder, notamment en commission. Les commissions seront amenées aussi à échanger, discuter dès le mois de juillet, et puis ensuite se préparer aussi, peut-être avec des séminaires de commission. Ça sera à voir, chaque présidente et président le décidera, mais qu'on puisse avoir ces temps de réflexion pour préparer 2026. Sur le temps consacré à l'examen des rapports, oui, effectivement, l'idée des commissions de février, c'était de travailler, de prendre le temps qu'il fallait, 1 heure, 2 heures. Il y avait vraiment carte blanche au niveau des élus pour pouvoir aborder ces questions-là et décortiquer tout ce qui vous était proposé. Et puis après, il y a encore eu la commission de mars, quand même, début mars, où vous avez pu aussi examiner les rapports budgétaires. Après, surtout sur chaque point, évidemment, je pense que Florence sur l'enfance ou Christian sur les personnes âgées, autonomie, il aura quelques points abordés. Je pense qu'il y a des outils comme la conférence des financeurs, et là aussi pour travailler sur l'autonomie, sur la dépendance en particulier. Et puis sur les dépenses sociales, sur la partie insertion, chantier d'insertion, effectivement, ça c'est un débat que nous avons déjà eu à l'occasion du ROB, et nous avons déjà abordé cette question de réduction des financements de ces politiques-là. Quant au pacte des solidarités, tant que Madame la préfète ou tant que le gouvernement ne donne pas les enveloppes précises de ce qui nous permettra d'assumer ces politiques-là, nous on ne signera pas, on ne financera pas, parce que on s'est fait suffisamment avoir dans l'affaire quand on nous dit voilà telle somme, et puis ça va cofinancer en gros à 50-50, voire un peu plus parfois pour la part de l'État, sur une action nouvelle que vous pouvez mettre en place, ou sur parfois on arrive à faire un peu de recyclage, et puis que l'année qui suit, on dit on réduit l'enveloppe est réduite, et puis l'année d'après, on vous dit c'est même pas sûr que vous ayez l'enveloppe, on ne peut pas, ça c'est trop facile. C'est-à-dire que pour nous, ce sont des dépenses supplémentaires qui sont compensées au départ et qui ne le sont plus du tout après. Quand je vous parle d'1 milliard non compensé, c'est lorsque le RMI a été mis en place, il était compensé à 80%. Aujourd'hui, je crois que c'est autour de 40% de compensation. Oui, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne suit pas. Quand le gouvernement décide fin juin le Ségur pour tous, en pleine campagne électorale, allez savoir pourquoi, le Ségur pour tous, là, tous les départements l'ont dit, droite et gauche confondues, nous ne paierons pas, nous ne financerons pas le Ségur pour tous tant que l'État n'aura pas compensé à l'euro près. Donc évidemment, ça crée un peu de difficulté, ça crée de l'émoi, mais là, il faut aller voir les vrais responsables. C'est-à-dire que c'est pas vers les départements qu'il faut se tourner, c'est vers ceux qui ont décidé. Qui décident payent, c'est ce qu'on demande. Voilà, donc je ne sais pas si Florence veut dire quelques mots sur les points que vous avez abordés concernant, par exemple, le planning familial, qui est un sujet d'actualité. Sur l'enfance, on l'a dit, la croissance budgétaire est exponentielle, et nous assurons le financement qui nous est demandé, effectivement. Après, je ne sais pas si Christian dira quelques mots sur la dépendance. Voilà, donc, Florence. Alors, peut-être sur la politique enfance, je veux dire, j'entends, on peut toujours faire mieux ou continuer à augmenter les dépenses. Moi, je veux juste rappeler un chiffre. Le budget de l'enfance-famille, cette année, tout compris, c'est plus de 10% d'augmentation au fonctionnement. Donc, je veux dire, à un moment, on ne peut pas continuer à avoir des progressions. 10%, vous imaginez ce que ça donne dans un contexte de diminution de nos recettes. Je veux dire, on est obligé de faire des choix. On est acculé, on est obligé de faire des choix. Alors après, on ne peut pas au moins nous reprocher de ne pas avoir fait des efforts
dans le cadre de cette politique. Ça, je veux dire, après, il y a des priorités. Je vais vous donner quelques chiffres, je suis désolée, mais si on regarde, en 2024, fin 2024, on a 2270 mineurs confiés, ce qui représente 16% d'augmentation en 2 ans. Bon, c'est une compétence obligatoire, il faut qu'on l'assume. Ça donne, en 5 ans, une subvention d'équilibre à la MDE qui était en 2021 de 6 millions d'euros. Cette année, on passe à 23 millions d'euros. Bon, je veux dire, à un moment, il faut qu'on prenne en charge ces dépenses-là. Je pense que personne ne le conteste et qu'on est tous d'accord pour prendre en charge ces dépenses-là. Donc oui, après, il faut qu'on fasse des choix qui sont pas simples, qui sont vraiment pas agréables à faire, j'en conviens. Mais il faut qu'on essaye de rationaliser les choses et il faut qu'on le fasse en équité. Et donc, on a mis en place des mesures nouvelles. Enfin, on s'est engagé, on était tous d'accord à la création de 150 places pour l'enfance famille. On arrivera au premier semestre, là, cette année, à la création de 137 places. On peut pas nous reprocher ça, mais il faut qu'on le finance. Il faut qu'on le finance. Et c'est le cœur de notre compétence. Donc, on peut pas dire qu'on ne fait rien, honnêtement. Après, je veux dire, on a mis en place d'autres choses. On réinvestit dans la prévention spécialisée. On réinvestit à Montargis, on va réinvestir à Sully. C'est des dépenses supplémentaires qu'on assume et qui sont, je crois, au cœur de notre compétence. Sur la partie MNA, on va baisser l'hébergement. Ça représente 1,5 million de plus de dépenses pour le département. Alors oui, après, il faut qu'on fasse des choix. Les choix, on va les assumer et sincèrement, ils sont pas simples. Ah, Hélène, tu parlais de l'âge là tout à l'heure. Bon, on était en commission ensemble sur le précédent mandat où la question s'est toujours posée, toujours, de la compétence, enfin de notre compétence à intervenir sur ce type d'association. On est sur de l'animation. Si on est sur de l'animation, oui, il faut faire des choix. Je ne dis pas qu'ils ne font pas les choses bien. C'est que je veux dire aujourd'hui, on est contraint à aller faire ces choix-là. Bon. Donc, ça fait un petit peu de temps qu'on leur dit et qu'on leur demande des éléments. Et Hélène, tu étais avec nous en commission et tu sais très bien que ça fait des années qu'on leur demande un certain nombre d'éléments, d'activités. Bon. Et je vais revenir sur le planning familial, je vais finir. Je vais revenir sur le planning familial. Le planning familial, on les a reçus 2 fois avec le président. L'idée n'étant pas de remettre en cause les actions qui sont portées par le planning familial. Je rappelle qu'on a 4 centres en santé sexuelle dans le département. On leur a exposé les choses en leur disant que peut-être il fallait trouver des sources de financement diversifiées. Et c'est pas une critique de le faire. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des interventions dans les collèges, le département finance, il y a des interventions dans les lycées. Ça me paraît pas complètement illégitime de se poser la question de savoir pourquoi la région ne viendrait pas participer aux interventions dans les lycées. Et sur les autres activités et sur les autres centres en santé sexuelle, si je prends par exemple la région de Montargis, le centre en santé sexuelle qui est adossé au CCS prend 45 000 € à sa charge du fonctionnement du centre en santé sexuelle. Bon, il faut aussi qu'on fasse de l'équité. L'équité, on l'a fait puisque c'est tous les centres en santé sexuelle, les 4, qui sont diminués de 10%. Bon, les autres, on aura le chiffre également tout à l'heure, mais les autres structures portent une partie du fonctionnement de ces associations. Donc peut-être, et on leur a dit avec le président, qu'il faut chercher des pistes de subventionnement complémentaires. Et dernier point, il y a aussi peut-être des questions à se poser, parce qu'on est tous à chercher des économies, et c'est compliqué, sur les frais de siège. Enfin, les frais de siège, je veux dire, peut-être qu'une année, il faut peut-être essayer de voir avec les structures nationales si on peut pas rationaliser ce qui reprennent aux entités locales. Maintenant, on ne le fait pas de gaieté de cœur et il ne s'agit pas de dire que les activités qui sont portées par ces structures ne sont pas des activités indispensables.
Mais il faut qu'on essaye de rationaliser les choses en équité et on fait le moins mal possible, je vous l'accorde, mais quand on a des dépenses telles que sont les nôtres en protection de l'enfance, moi je sais pas là où dans ce cas-là on arrête des politiques. On a 10% d'augmentation de notre budget globalement, même avec ces choix-là. Moi je veux dire aujourd'hui on ne sait pas faire autrement. Bien, merci pour la réponse. Peut-être Hugues Saury, puis après, je ne sais pas, Christian, tu prendras la parole si tu le souhaites dans la matinée. Hugues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bien sûr, je m'associe pleinement à vos propos, Monsieur le Président, ainsi qu'à ceux de notre collègue Hélène Lorme, concernant l'ignoble agression subie par Monsieur le rabbin d'Orléans, et j'apporte mon entier soutien à la communauté juive. Le racisme et l'antisémitisme sont des cancers de notre société que nous devons dénoncer et évidemment combattre avec la plus grande fermeté. Alors que cette session est dédiée à l'examen et à l'adoption du budget 2025, permettez-moi, avant de revenir sur l'actualité législative, de vous dire quelques mots sur les finances des collectivités territoriales. Depuis plusieurs années déjà, les départements alertent sur leur situation financière qui se détériore sous l'effet cumulé de la baisse des dotations de l'État, de la suppression progressive de leurs ressources fiscales propres et, avec l'évolution de notre société, de l'augmentation constante des dépenses, notamment sociales. L'équation budgétaire est toujours compliquée, mais cette année tout particulièrement, nous sommes face à une situation quasiment insoluble dans laquelle il faut conjuguer davantage de dépenses pour moins de recettes. Acteurs de la solidarité, nous sommes en première ligne pour accompagner les plus vulnérables, notamment au travers des différentes aides dont nous sommes gestionnaires. Or, ces missions sont aujourd'hui menacées. Les dispositifs fondamentaux pour lutter contre la précarité et accompagner les plus démunis sont sous-financés par l'État qui ne compense qu'en partie ces dépenses pourtant décidées au niveau national. Cela ne date pas d'aujourd'hui et a été constaté et dénoncé sous toutes les majorités de droite, du centre ou de gauche. Ce déséquilibre fragilise nos budgets et nous oblige désormais à faire des choix difficiles, comme réduire ou reporter nos investissements, limiter les aides aux associations, aux communes et réduire drastiquement nos dépenses de fonctionnement. La liste des restrictions budgétaires que vous avez énoncées, Monsieur le Président, est éloquente. Ce qui est assez nouveau, c'est la prolifération des appels à projets et autres dispositifs dans lesquels l'État nous embarque pour mieux nous lâcher au bout de quelques temps. Nous devons vraiment nous poser la question de continuer à répondre à ce qui est au final une charge supplémentaire non compensée. Il est urgent que l'État cesse de nous imposer des transferts de charges sans compensation intégrale. Il est urgent que l'État respecte sa parole et assume ses responsabilités régaliennes, telles que la reprise en main de la politique migratoire, notamment concernant les MNA, et mène des politiques plus volontaristes à destination de la famille qui se délite à grande vitesse avec des conséquences significatives sur nos budgets. Il en va de même pour les dispositifs de retour à l'emploi dont nous sommes dépendants, avec des effets positifs ou non sur le volume des allocations que nous versons. L'État doit garantir aux départements des ressources stables, pérennes et dynamiques, leur permettant de disposer d'une autonomie réelle pour pouvoir exercer pleinement leurs compétences. Concernant la première partie de son propos, je me permets de rappeler à ma collègue Hélène Lorme que la France est championne d'Europe pour la pression fiscale et elle est à la même place quant aux dépenses publiques, alors même que nous dénonçons tous des services publics qui se dégradent. Cela devrait nous faire réfléchir. Ensuite, un mot sur l'actualité, comme vous le demandez, législative, qui a été particulièrement riche pour les collectivités territoriales. Sans être exhaustif ni trop long, je souhaite revenir sur les trois principaux textes. Tout d'abord, celui sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, qui instaure notamment le scrutin de liste et la parité dans les communes de moins de 1000 habitants, permet de présenter dans ces communes des listes comportant 2 noms de plus ou de moins que l'effectif théorique du Conseil, qui étend la présomption de la complétude du Conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants. Le Conseil serait réputé complet dès lors qu'il comprend au moins 13 sièges occupés sur 15 places, autorise la tenue d'élections partielles complémentaires au scrutin de liste, visant seulement à compléter le Conseil plutôt qu'à le renouveler intégralement,
instaure une dérogation aux règles de remplacement des adjoints en permettant de ne pas remplacer par une personne de même sexe. Et enfin, maintient la désignation des conseillers communautaires parmi les conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de moins de 1000 habitants. Ce texte est toujours en cours d'examen, mais a de fortes chances d'être adopté tel quel et applicable dès 2026. Ensuite, la gestion des compétences eau et assainissement dans le transfert des communes vers la communauté de communes n'est plus obligatoire, là où ce transfert n'a pas déjà été effectué. Le texte passera mardi en deuxième lecture au Sénat et sera adopté puisqu'il est à son initiative. Enfin, un texte sur la trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite TRACE, qui pour l'essentiel abroge l'objectif de diminution de 50% de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en 2031. Les SRADET devront fixer des objectifs intermédiaires ainsi qu'un objectif chiffré obligatoire en 2034. Ce texte accorde un demi-hectare de droits supplémentaires à construire pour chaque hectare de friche requalifié, soustrait de la consommation des nappes les dents creuses en milieu urbain et exclut du décompte des terres artificialisées les implantations industrielles, les infrastructures de production d'énergie renouvelable et les logements sociaux. Trace doit passer maintenant entre les fourches codines de l'Assemblée. Il y aura certainement des modifications importantes. Si ces deux derniers textes sont perçus comme une véritable avancée par de nombreux maires, les débats au sein de l'hémicycle du Sénat liés au scrutin de liste ont montré un clivage profond entre partisans et adversaires de ces dispositions. Naturellement, personne n'est opposé à la parité, mais celle-ci pourrait rendre plus difficile la constitution de listes aux élections municipales. C'est en tout cas le message clair que nous font passer les maires du Loiret, que Pauline et moi avons interrogé sur ce sujet. Et je sais que dans des départements limitrophes, des maires se mobilisent contre cette loi. Enfin, un dernier mot pour signaler le texte voté au Sénat en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale sur la lutte contre le fléau du narcotrafic qui nous concerne non seulement parce que tous les territoires urbains et ruraux sont touchés, mais aussi parce que, vous le savez tous, les addictions et la consommation de drogue commencent souvent à l'âge du collège. Ce texte, par les différentes mesures fortes qui le constituent, que je ne peux, faute de temps, détailler ici, me paraît de nature à changer vraiment la donne et inverser le rapport de force. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Sénateur. Merci. C'est toujours important d'avoir la version, la vision en tout cas d'un parlementaire sur ces textes qui sont en gestation, mais aussi sur la relation que nous avons avec l'État. Donc effectivement, il y a bien une prise de conscience à ce niveau-là que les départements, mais les collectivités locales ne sont pas forcément bien respectées dans ce monde actuel. Bon, j'avais donc Christine Tellier et Mathieu Gallois et Baptiste Chappuis après. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que notre porte-parole intergroupe Hélène Lorme a dit et avec lequel nous sommes bien entendu en accord. Je voudrais juste en introduction, moi aussi, dire que nous soutenons parfaitement Monsieur le rabbin et toute la communauté juive d'Orléans, mais aussi que nous soutenons les musulmans qui ont vu leur mosquée brûlée criminellement à Jargeau. Il me semble que c'est équitable de citer ces deux communautés religieuses auxquelles je n'appartiens pas, mais qu'ils doivent l'une et l'autre avoir le respect. Cette session, Monsieur le Président, mes chers collègues, est d'abord celle du budget de notre département, qui traduit, comme tout budget, les orientations, les choix politiques et donc la vision de la société qu'il porte. Et celui-là est très inquiétant en la matière. Du budget qui nous est présenté, il y a beaucoup de choses à dire dans les domaines de l'insertion, du soutien aux plus défavorisés et de toutes nos compétences propres sur lesquelles, si le département n'agit pas, personne n'agira. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. Commençons par le pacte de solidarité. Votre présentation d'insécurité financière, je ne la partage pas. Cette convention est un contrat que nous avons adopté en juin 2024 et qui engage l'État pour 4 ans. L'État, à ma connaissance, et selon les services de l'État me l'ont confirmé, n'a aucune raison de ne pas respecter son engagement, d'autant plus que dans la loi de finances 2025, le montant attendu pour le pacte de solidarité est pour le moins stable,
voire en hausse, comme l'indique le rapport de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, programme 304, mission solidarité, insertion, égalité des chances, qui dit que le pacte des solidarités est doté de 253,8 millions en augmentation de 23%, en s'articulant sur 4 priorités. En réalité, le document juridique de convention pour 4 ans et les informations venant de l'État nous assurent de percevoir les 770 000 euros prévus en 2025. Cela m'a été confirmé. Il n'y a donc aucune raison manifeste de ne pas les inscrire en budget primitif, en dépenses et en recettes. Parce qu'en faisant cela, vous mettez en grande difficulté plusieurs actions essentielles. Citons notamment le financement de l'association départementale d'action pour les gens du voyage, qui assure l'instruction et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, ainsi que des travailleurs indépendants pour 237 000 euros par an. Sans la DAGV, vous devrez, pour effectuer ce travail, recruter bien plus que les 3,5 ETP financés à l'association, parce qu'ils ont un portefeuille de 150 dossiers, bien supérieur à celui d'un ETP d'agent du département actuellement. En quoi ce choix extrême dans le budget est-il justifié? Pourquoi n'avez-vous pas inscrit à minima les crédits pour toutes les actions du pacte local en dépenses et en recettes? Que comptez-vous faire au juste? Par ailleurs, j'ai vérifié que l'accès aux droits pour les femmes est éligible à l'axe 3 du pacte des solidarités et doit pouvoir être ajouté afin de venir financer les centres de santé sexuelle que vous avez fragilisés. On taille dans nos compétences propres, tandis que dans les domaines non obligatoires et où les compétences partagées, par exemple le tourisme, l'agriculture, chaque collectivité investit dans son coin, je parle là du département comme de la région, sans coordination et sans évaluation de la pertinence des actions. Il ne suffit pas de fustiger l'État, même si l'on peut considérer que c'est juste. Et le gouvernement de votre majorité. Il faut aussi savoir balayer devant sa porte et prioriser nos dépenses à bon escient pour l'avenir. Et si nous parlons de l'avenir, alors parlons déjà de nos enfants. Ici, se sont fréquemment exprimées des craintes, voire des indignations, tant à propos de l'éducation que des comportements inadaptés, des souffrances des enfants et des jeunes gens, du plus jeune âge jusqu'à 21 ans. On se plaint de voir de plus en plus d'enfants confiés. Et on a raison, de voir nos enfants addicts aux écrans et manipulés par les réseaux, de découvrir une baisse des connaissances et des compétences des collégiens, de constater les incivilités, voire les délits commis par les adolescents, la submersion de la pornographie, les violences intrafamiliales, physiques, psychologiques et ou sexuelles qui leur sont faites, et in fine, leur attirance pour la violence et les extrêmes. Et que fait-on? Que faites-vous en dehors du maintien de l'effort pour l'accueil des enfants confiés que nous saluons, et je salue encore une fois le travail réalisé par Florence Galzin, vous choisissez de diminuer toutes les actions, dont celles relevant du pacte de solidarité, de prévention et d'éducation culturelle à leur encontre. Les actions de prévention pour la petite enfance, les interventions à domicile pour éviter les placements, les centres de santé sexuelle qui perdent 83 000 euros. Oui, on en a parlé, fait particulier, le planning familial subit à la fois votre refus de prendre en compte les coûts supplémentaires dus à la prime Covid au motif qu'il s'agit d'une association et non d'un établissement sanitaire, et 47 000 de pertes budgétaires. En fait, au travers du planning familial, ce sont ces bénéficiaires que vous mettez en danger. Une information et une éducation à la sexualité est prévue par la loi dans les écoles, les collèges et les lycées. Ces interventions, auprès de 3 600 élèves en 2024 pour le planning familial, ne pourront plus être assurées. Vous les balayez d'un revers de main comme si ce n'était pas notre obligation, comme si cela était secondaire pour l'avenir de nos adolescents et plus particulièrement de nos adolescentes. Et si votre fille, votre nièce, votre petite fille était concernée par un viol, des violences, l'homophobie ou une maladie sexuellement transmissible dont elle n'ose parler à quiconque. Et si, grâce à ces interventions en milieu scolaire, elle trouvait au planning familial un lieu ressource et un refuge. Toutes ces missions sont pourtant indispensables pour espérer diminuer les violences intrafamiliales et les viols sur mineurs comme sur majeurs, qui défraient la chronique, à propos desquels tout le monde, et vous aussi, s'insurge. Ce sont ces facteurs de diminution de maltraitance et de placement que vous affaiblissez dans ce budget. Encore une fois, ce sont des économies sur le moyen et long terme que vous ignorez.
Et pour compléter le tableau, vous annoncez la baisse du budget du dispositif collège au cinéma en la justifiant par l'utilisation plus importante du pass culture par les enseignants. Aurait-il échappé à la majorité départementale que son gouvernement a gelé la partie collective du pass culture? C'est une catastrophe annoncée pour l'accès à la culture, en particulier de nos enfants vivant en zone rurale. Sans parler des impacts sur les professionnels qui vont venir grossir les rangs des bénéficiaires du RSA, dont un nouveau coût bien supérieur pour le département. Or, la culture, et j'en finis là, en particulier pour les collégiens, est source d'ouverture, d'éveil, de compréhension du monde, de choix moraux, de respect et de créativité. C'est donc une source principale de citoyenneté pour la société démocratique et de dynamique que nous voulons. Votre budget l'abandonne au profit de manifestations prestigieuses telles le Festival de Sulby, qui ne subit aucun rapport et voit même sa subvention augmenter. Est-ce bien moral ? Un coût énorme avec des cachets démesurés pour des artistes. Ce festival pourrait faire preuve de plus de sobriété, faire appel à des compagnies locales, à des artistes locaux et pour le moins devenir bisannuel afin de dégager des marges de manœuvre pour nos enfants. En somme, Monsieur le Président, dans votre budget, en dehors de l'accueil des mineurs protégés, tout ce qui pourrait protéger nos enfants et nos adolescents, développer leur esprit critique comme leur capacité psychosociale, les sortir d'un cloisonnement territorial, social ou familial, tout ce qui agit sur leur capacité à vivre ensemble, à développer l'intelligence collective, à penser, à rêver, à maîtriser leurs émotions, à développer leur tolérance et l'acceptation des différences, à ne pas se laisser manipuler par les réseaux et laisser entraîner par les extrêmes, à se faire confiance et avoir confiance en un avenir individuel et collectif heureux. Et en paix, tout est raboté, déconsidéré, bien qu'étant l'essence même de notre mission et la justification de l'existence de notre collectivité. Ce budget révèle vos choix politiques, c'est-à-dire votre vision de la société, et nous ne pouvons que la déplorer et nous y opposer. Je vous remercie. Bien, je ne vais pas répondre point par point. Un point m'a surpris, c'était sur la confirmation que vous auriez eue sur le pacte des solidarités. Vous avez des rendez-vous peut-être avec la préfète, je ne sais pas, moi j'en ai un. Vous avez des réseaux à Paris. Bon, alors moi j'ai pas eu l'information localement, ça n'a pas dû encore, ça n'a pas pris le train Paris-Orléans, qui est souvent en retard. Donc je pense qu'il y a. Monsieur le Président, le montant exact sera connu mi-avril. Ça n'empêche absolument pas d'inscrire dans le budget primitif ce qui est prévu à la Convention. Juridiquement, c'est sincère de le faire. Bon, donc non, nous, on s'est tellement fait flouer par des décisions de l'État et des engagements non tenus qu'évidemment, on se méfie. Et ne serait-ce qu'un exemple sur la compensation de la taxe sur le foncier bâti par une fraction de TVA, on nous avait dit, vous inquiétez pas, ça sera dynamique puisqu'il y aura une indexation, etc. L'indexation sur l'inflation, là, elle n'a pas eu lieu. Bilan, 3 500 000 euros de moins dans nos recettes. Donc, et là, c'est d'une décision qui vient comme ça à la verticale. Donc moi, tant qu'on n'a pas vu l'ombre d'un euro, on ne bougera pas sur cette question-là. Il faut que l'État assume aussi quelque part cette décision et que la réaction, elle vienne aussi. On est entre le marteau et l'enclume, donc à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc là, maintenant, l'État sera en prise directe parce que nous, à chaque fois, c'est ce qu'on dira. C'est, écoutez, allez voir, je sais pas, le ministère, allez voir le Premier ministre, si vous voulez, pour avoir vraiment ces fonds qui soient versés réellement sur le territoire. Florence. Juste quand même quelques éléments de réponse où on est un peu en désaccord, Christine, sur 2-3 points. J'entends sur la cohérence des politiques pour l'enfance et la prévention. Par contre, quand même, c'est quand même occulté 2-3 sujets. On maintient quand même dans le budget les séjours délocalisés pour les familles défavorisées qu'on fait avec les œuvres universitaires. Et ça, c'est quand même à la fois de la prévention et à la fois de la cohésion et de la parentalité. Ça, c'est la première chose. On met en place les relais parentaux à partir de cette année, où là aussi, c'est les familles quand même les plus défavorisées qui vont être reçues dans ces dispositifs. Et puis, il y a quand même 2 plans. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. On met en place, à partir de cette année, pour 20 000 euros, le plan concernant l'usage des écrans
Donc on ne peut pas nous dire qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait rien. Et ça, c'est complètement volontariste de la part du département. C'est des actions nouvelles que l'on continue à porter. Et je rappelle pour les jeunes, et notamment en ruralité, et ça fait l'unanimité dans la commission, on a notoirement augmenté les interventions d'Amara 45 aux abords des collèges et pour les jeunes, et que là aussi, on a augmenté la subvention les années précédentes. On est passé sur ce début de mandat de 50 000 euros à 62 000 euros. Donc on ne peut pas nous dire qu'on ne fait pas d'efforts, même en matière de cohésion et même en matière de prévention sur la politique jeune, et notamment pour les plus défavorisés. Et puis, je rappelle, si on regarde pour l'État, qu'on avait le dispositif des 2 ISG en gendarmerie, que l'on va porter pour plus de cohérence aussi les ISC, et notamment pour les violences faites aux femmes. Alors certes, l'État va prendre en charge la partie ISC, comme il devait le faire, mais on met en place quand même un certain nombre de choses. Alors ça peut vous paraître insuffisant, et on peut l'entendre, mais il ne faut pas nous dire qu'on fait rien. Florence, permettez-moi. C'est moi qui passe la parole. Pardon. Ouais. Mais je voudrais quand même. J'allais rajouter sur le CPEF, on est en lien constant avec Florence et Monique Lemoine et les personnes qui encadrent, qui tiennent le CPEF. On a épluché tout leur budget, on a regardé des lignes, effectivement, qui sont de notre compétence déléguée. Enfin, on a délégué une compétence, donc elles assument parfaitement. Sur d'autres, notamment les interventions en milieu scolaire, dans les collèges, certes, mais après, dans les lycées, on aidera le CPEF à se tourner vers la région pour qu'il y ait un financement de la part de la région, quoi de plus normal. Et puis, par tout ce qui concerne les écoles, comme l'a dit Florence, sur les territoires comme le Montargois, il y a une contribution, je ne sais pas si c'est de l'AME ou de... C'est de l'AME, c'est 45 000 euros, pardon, Président, 45 000 euros pour l'AME, pour Montargis, et c'est 30 000 euros pour Gien. Ah, pour le Gien, alors, on a... Donc là, je l'ai eu entre les SMS fonctionnent bien. Bon, on va les aider à chercher des financements qui soient complémentaires aussi. Et puis, voilà, on va regarder aussi d'autres sources possibles. Voilà, donc oui, vous vouliez reprendre juste... Oui, je voudrais juste préciser, je ne suis pas en train de dire que la politique enfance n'est pas volontariste, bien entendu que non. Je dis qu'elle aurait dû être sanctuarisée par rapport à d'autres politiques et qu'aucune réduction n'aurait dû être faite sur toutes les actions de la politique enfance. Voilà ce que je dis. Bien, donc en tout cas sur d'autres pistes d'économie, on en aura certainement à faire, en particulier, bien entendu, sur le festival de Sully. Là, quand le coup est parti, c'est difficile d'arrêter la machine. Il y avait peut-être sur le même sujet, parce que là, après, j'avais la prise de parole de Mathieu Gallois, mais peut-être sur le même sujet, ou juste après... Oui, donc il y aura... On va peut-être prendre dans l'ordre du coup, hein, non ? Allez, on va prendre Mathieu Gallois. Préparez vos... Je vous donnerai la parole après. Donc, Aude Denisot, Francis Kamal, Pauline Martin. Alors, Mathieu. Monsieur le Président, chers collègues, je m'associe et je suis en total accord avec les propos de mes collègues et condamne fermement justement les actes violents dont ont été victimes ces derniers temps dans notre département les communautés juives et musulmanes. Dénoncer également tout ce qui se passe aussi au quotidien, les différentes violences, qu'elles soient verbales ou autres, et dont on entend beaucoup moins parler, mais qui sont aussi graves. Les assurer de mon soutien plein et entier et réaffirmer également que nous, les politiques, avons une responsabilité à la fois dans nos paroles et aussi dans nos politiques que nous devons développer pour faire progresser justement la tolérance, le respect, la non-violence et la lutte contre toutes les formes de racisme, et non stigmatiser, diviser, attiser les haines et les divisions, comme c'est trop souvent le cas, et on a pu encore le voir récemment à l'occasion de l'agression du rabbin d'Orléans. Pour revenir au sujet de notre session, c'est vrai qu'on va discuter du vote du budget, c'est un acte important, il donne à voir et il acte également les orientations politiques, les priorités fixées, une vision du département et des politiques souhaitées, de ce que l'on souhaite mettre en place pour répondre aux besoins de nos habitants. Il se fait dans un contexte particulier, on l'a déjà évoqué ici même, la succession des différents gouvernements, un budget imposé par 49.3 et de nouveau une mise à contribution des collectivités
impactant l'ensemble d'entre elles, et nous sommes bien conscients également des conséquences sur les départements, dont le nôtre. Cependant, face aux enjeux de notre société, aux besoins croissants des habitants de notre département, le besoin de réponse publique à ceux-ci, le message envoyé par votre majorité dans cette proposition de budget n'est pas bon. Le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 va mettre en difficulté les services et nos capacités à apporter des réponses publiques les plus efficaces. La mise à contribution également des familles, on l'a voté il y a quelque temps, enfin vous l'avez voté il y a quelque temps, avec l'augmentation du prix des repas dans les cantines et l'abandon que vous avez décidé de la réflexion sur la mise en place d'une tarification sociale, la baisse des dotations au collège, la baisse pour l'insertion, le recul également pour la prise en charge des déplacements des élèves en situation de handicap, la suppression totale de la subvention à certaines associations, ça a été évoqué, ou la réduction importante d'autres subventions sans forcément de concertation avec les associations concernées, mettant en péril leur fonctionnement et leurs missions pourtant essentielles, des missions de service public comme le fait le planning familial et comme l'a très bien expliqué et redit ma collègue Christine Tellier. Et pourtant, quand on regarde quand même les sommes qui sont en jeu par rapport au budget global du département, d'autres choix auraient pu être faits. Si sur la protection de l'enfance, on l'a dit, on le reconnaît, le budget augmente, vous l'avez également dit, aucune autre politique n'est épargnée, il n'y a eu aucune sanctuarisation, et ça, c'est bien dommage. Par vos orientations, vos choix budgétaires, vous abandonnez l'ambition que notre collectivité joue mieux son rôle de bouclier social pour les habitants de notre département face aux conséquences des crises que nous traversons aujourd'hui. Certes, il y a cette asphyxie financière que nous impose le gouvernement. C'est également une remise en cause de la décentralisation, c'est une remise en cause de nos capacités d'agir. Et il y a un besoin urgent de changer de logique nationale. Et on ne peut pas dénoncer ici les conséquences justement des décisions gouvernementales qui sont pourtant dans les mêmes logiques de coupes budgétaires, de casse des services publics que votre camp politique a défendu pendant de nombreuses années, et continuer à ne regarder que les coupes budgétaires à faire ici ou là et ne pas poser la question des recettes supplémentaires pour redonner justement les moyens aux collectivités locales et à tous les services publics d'assurer correctement leur mission. Merci. Bien, merci. Bon, ok, je n'ai pas de point particulier. Ensuite, j'avais derrière Mathieu Gallois, j'avais Baptiste Chapuis. Monsieur le Président, chers collègues, on reviendra sur un certain nombre de sujets dans la session et notamment sur le débat budgétaire, mais je voulais, en introduction, partager les mots de l'ensemble de mes collègues qui se sont déjà exprimés, mais insister sur pour moi un point qui est majeur, et on l'a déjà dit dans la préparation sur les orientations budgétaires, et vous nous l'avez présenté en introduction, ce budget, ce sont vos choix. D'autres choix étaient possibles. Vous aviez, dans votre budget, défini vos orientations. On avait pu partager cette volonté de recherche d'économie, d'identifier les endroits où, en effet, il y avait des choses qu'on pouvait réduire, économiser, éviter. Malgré tout, et même si les échanges ont été courtois en commission, c'est vrai que ça a été dit par ma collègue Hélène, les documents ont été présentés sur table et les échanges ont pu parfois être considérés comme un peu rapides, aussi parce que nous n'avions que la vision de notre commission et que sur le coup, là, l'approche, elle était globale. Aujourd'hui, on avait besoin d'avoir cette vision globale. Et là, aujourd'hui, on l'a grâce à ce débat budgétaire. Et on se rend compte, on a cette révélation qui fait que, en effet, nous ne sommes pas d'accord. Ça a pu être dit précédemment. Je pense que sur la question de l'aide sociale à l'enfance, sur la protection de l'enfance, collectivement, on sent qu'il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, les budgets sont là. Même s'il faut le dire, et ça a déjà été exprimé,
il y a une tension liée aux ressources humaines, liée à cette thématique-là, qui fait qu'aujourd'hui, le temps administratif, le temps juridique n'est pas le temps de vie de ce que vivent nos professionnels aujourd'hui dans la vie quotidienne, dans la maison de l'enfance, dans les lieux de vie, et que les recrutements ne vont pas assez vite, on a du mal à trouver du personnel, on a du mal à les garder, et ça je pense qu'on l'a tous bien en tête, et ce budget, il est nécessairement en augmentation. On peut comprendre aussi que on puisse identifier des pistes d'économie sur l'écrêtement auprès des collèges qui ont des fonds de roulement très élevés, et ça aussi, on peut le comprendre. Après, on a des... ça vient d'être évoqué, je ne vais pas être trop long sur le sujet, mais on a à plusieurs reprises évoqué la question que cette crise traverse aussi nos familles de nos territoires, les Loiretains et les Loiretaines, que la question de la tarification sociale sur la restauration scolaire était pour nous un chantier prioritaire qu'on aurait pu et dû lancer dès le début du mandat pour pouvoir le mettre en application rapidement. Mais voilà, ça c'est aussi un choix. Vous dire aussi, quand vous dites oui, les décisions de l'État ne sont pas suivies, on a des décisions tardives, etc. Mais qu'est-ce que vous faites subir aux associations aujourd'hui? On est le 27 mars. Et le 27 mars, sans anticipation, sans communication, vous dites à des associations, ça sera moins 10, moins 15, moins 100%. Et ces associations-là, aujourd'hui, très peu ont été prévenues, très peu ont été concertées. À quel moment vous avez mis ces associations autour d'une table, à moins d'un mois là, pour leur projeter une hypothèse d'une baisse de 100% de leurs subventions? Et cet impact-là, il ne va pas se limiter à cette subvention. Vous savez très bien, comme vous, comme moi, que ces subventions en appellent d'autres, que c'est souvent une subvention d'un département ou d'une autre collectivité qui permet de faire levier, qui permet d'aller chercher du financement européen, des financements de l'État, des financements d'autres collectivités, et que si vous tirez le drap à ce moment-là, vous pouvez avoir tout un édifice qui va s'effondrer. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment choqué de voir ce budget, parce que face à ça, on a d'autres choix qui ont été faits. Moi, j'avoue que dans votre communication récente, quand je vois 7 Loiretains qui viennent manger le repas signature, alors même que je vois des associations qui vont voir leurs subventions drastiquement baisser, je ne comprends pas. Quand je vois un plan écran très intéressant, mais face à ça, je vois un matraquage sur les réseaux sociaux pour l'enquête à destination des collégiens, je ne comprends pas. Ça a un coût. Je veux dire, quand on paye Facebook pour avoir cette publicité qui apparaît systématiquement, on ne peut pas à côté dire « oui, il ne faut pas que nos jeunes soient sur les écrans ». Problème de cohérence. Des partenariats avec des magazines très confidentiels qu'on pourrait s'économiser. Alors je sais que vous y travaillez, mais voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de publications dans des magazines qui ne concernent que quelques copains. Je pense qu'on pourrait s'en économiser. L'aide extra-légale à l'enseignement privé, on en a déjà parlé. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie incompréhension sur le fait d'aller chercher 3 000 € à une association comme le CIDFF, aller chercher 47 000 € au planning familial. Et donc ça, c'est vrai qu'aller retirer 25 000 € à l'âge là, qui fait un travail de terrain. Et en effet, on a eu des débats. Après, jeter la responsabilité à l'association parce qu'elle n'a pas transféré le bilan, c'est pas vrai. Parce que ça, on en a déjà parlé. Ils nous ont transféré les bilans. Moi, j'ai été mis en copie les 2 dernières années. Donc, vous pouvez pas dire ça. Ou sinon, franchement, voilà, je vais pas parler de mensonges, mais on est quand même pas loin. Donc, aujourd'hui, on a face à ces choix-là, qui sont empreints de peut-être manque de transparence, peut-être manque de sincérité aussi auprès de ces associations, parce qu'on aurait pu transmettre ces éléments beaucoup plus tôt. Et vous parliez de défi démocratique et volonté de partager d'un destin commun. Et ben, je pense que ça passe par là aussi, ce destin commun, ces associations qui, au quotidien, œuvrent avec énormément de salariés, mais aussi énormément de bénévoles qu'il y a derrière, parce qu'il faut se le dire aussi, c'est vrai qu'on parle des coûts, des budgets de ces associations-là, mais derrière ces budgets chiffrés, il y a aussi énormément de bénévoles qui ne sont pas forcément valorisés dans ces budgets-là, qui passent énormément de temps, d'énergie pour porter tout ça et qui travaillent à notre vivre ensemble aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, alors je interviendrai plus tard dans les différentes délibérations parce qu'un certain nombre de sujets vont être réabordés.
on a besoin de, et vous le dites souvent, de garder cette capacité à faire pour nos collectivités territoriales. Et vous le dites souvent qu'en termes de justice fiscale et d'autonomie financière des collectivités, on a besoin de sécuriser et de pouvoir avoir un peu de vision à moyen long terme. Sauf qu'à destination de nos associations aujourd'hui, je pense qu'on envoie un très mauvais message avec ce budget. Bien, donc lorsque l'on réduit les subventions, je pense à l'AGELA dont vous parlez, où on passe effectivement à zéro, ça fait déjà un certain temps qu'on avait, je dirais qu'on avait annoncé la couleur. Bon, non, mais qu'on avait annoncé qu'on allait réduire. Et on est totalement hors compétence. Donc là, sur la tarification sociale, effectivement, on a fait une étude qui nous montrait qu'il y avait vraiment un gros travail et surtout, il y avait une réticence de la part des secrétaires généraux dans nos collèges. Alors on dit on peut passer au travers, on peut leur imposer. Bon, c'est un peu compliqué. Cette étude, elle a été menée. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à l'ordre du jour, en tout cas pour l'instant. L'enquête collégien, ouais, je pense que ça sera utile, cette enquête. Je pense que c'est important de connaître leur morale, savoir comprendre de la façon dont ils vivent, quelles problématiques ils rencontrent sur leur territoire, je sais pas, la mobilité, l'accès à la culture, etc. Et cette enquête sera partagée avec la région, les communes, évidemment, qui pourront aussi l'utiliser et peut-être orienter leur politique. C'est le choix aussi que nous pourrons faire, orienter différemment nos politiques jeunesse, si tant est qu'on puisse encore les exercer. Sur les débats qu'il y a eu, effectivement, vous avez eu les dossiers d'études budgétaires, de rapports budgétaires sur table. Mais certes, l'idée, c'était aussi qu'il y ait ce débat, qu'il y ait ce travail, ce temps de travail en direct. Et ensuite, rien ne vous empêchait d'agréger tout ce travail de commission entre vous. Vous avez 2 représentants par commission, donc vous pouvez ensuite partager et avoir l'élaboration du budget. Ben, oui, mais après, tout le temps, il y avait encore un mois pour travailler sur ce point-là, pour après le passage en commission. Bien, tu veux apporter une petite réponse sur un point et après, 2 choses quand même, parce que sur l'AGELA, j'ai pas dit qu'on n'avait pas les bilans, qu'on se comprenne bien. Ça fait 9 ans qu'on demande à l'AGELA et on était des bilans ou d'interventions qui concernent le domaine de la protection de l'enfance et qu'on ne soit pas sur la partie de leur activité qui sont en animation. Et je veux dire, c'est quelque chose qui a été porté par la commission depuis de nombreuses années. Je disais à Hélène tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on le demande. Et c'est sur ces points-là qu'on n'a pas les retours. Et je ne veux pas qu'on dise que j'ai pas dit qu'il n'y avait pas les bilans. Les bilans, oui, on les a et on est d'accord. La seule chose, c'est qu'on leur demande des chiffres précis sur leurs interventions en matière de protection de l'enfance et que ça, depuis de nombreuses années, on ne l'a pas. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, la commission, on n'a pas vocation à financer de l'animation parce que dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à toutes les communes. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la tarification sociale, oui, la tarification sociale dans les collèges, on oublie simplement une petite chose, c'est que l'étude démontrait que si on mettait en place la tarification sociale, il y avait un reste à charge complémentaire pour le département d'environ 1,2 million. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de prendre en charge ce reste à charge? Bien. Aude Denisot, alors qui parle aussi pour Francis Kamal. Vous avez associé votre voix? Non? Non, je vais juste partager mon mécontentement. Non, en fait, si vous voulez, il y en a quand même un problème de fond sur l'honnêteté du discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas prendre des précautions oratoires pour dire non, mais ce que vous faites, c'est quand même très très bien, mais quand même pointer tous les détails de chaque baisse de prise en charge, sans pointer celle qui augmente, en globalisant le discours, en disant ce que vous faites, c'est pas bien. Mais quand même, c'est pas si mal. Mais quand même, c'est pas bien. Parce que, si vous voulez, à un moment donné, il y a une forme de malhonnêteté. Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire et si c'était votre fils, et si c'était votre fille, et de faire du pathos par-dessus ça. Je suis désolée, les décisions prises ici, c'est pas la réalité. Les décisions qui sont prises en fonction des retours terrain, sont prises en fonction des groupes de travail qui sont institués par... Je finis. Si c'est nos choix, d'accord, on les prend en compte et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Par contre, laisser entendre, il faut écrire un essai en fait, sinon.
Voilà, c'est un essai global de ce qu'on pense de la société à l'heure actuelle. Mais on ne peut pas laisser entendre que les décisions qui sont prises ne sont prises qu'en fonction de... Je veux dire, quelqu'un a dit « vous n'avez pas le monopole du cœur ». Il me semble qu'on est exactement là-dedans, quoi. À un moment donné, quand vous parlez de la baisse de dotation des collèges, la dotation des collèges n'a pas baissé. Simplement, à un moment donné, il y a un écrêtement, c'est-à-dire on récupère la somme qui dort. Et d'un point de vue de l'honnêteté politique, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré des sous sur le dos des collégiens. Et quand vous laissez entendre qu'il n'y a pas de prise en charge de la misère humaine auprès des jeunes et qu'on ne fait pas venir d'intervenants dans les collèges, c'est faux. C'est carrément faux. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse entrevoir, nous, de notre débat politique, là, aujourd'hui? C'est finalement qu'en fait, il y a ceux qui sont d'un bord et ceux qui sont de l'autre, et puis que certains défendent la veuve l'orphelin, et puis d'autres, pas du tout, n'en ont rien à faire. Moi, je ne veux pas défendre ça. Et en fait, ça dessert toute la politique d'une manière générale. C'est tout. Bien, merci. Aude parle peu, mais... Bien. J'avais Pauline Martin et Jacques Messat ensuite. Oui, alors dans le prolongement de Aude, moi je voulais réagir sur deux choses. Monsieur Gallois, vous avez évoqué le besoin de changer de logique nationale. Alors là, on va être d'accord. Maintenant, il faut avoir le courage de remettre à plat, j'ai envie de dire, toutes les politiques publiques et de changer le logiciel. Et je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un gouvernement, quelle que soit la sensibilité politique, parce que depuis... des décennies, et là encore, quel que soit le gouvernement, on met de la rustine sur les politiques publiques et sans prendre en compte les besoins réels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on attend d'un gouvernement à venir. Au-delà de la participation, j'ai envie de dire globale à l'effort de guerre, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à responsabiliser, que ce soit les structures, que ce soit les collectivités, et encore, j'ai envie de dire que les communes, ce sont celles qui sont en capacité de voir les choses avec beaucoup de discernement. Mais toutes les structures, alors c'est vrai que d'imposer une baisse de subventions à un moment donné, c'est probablement pas idéal. On n'a pas le choix. Mais c'est une histoire de responsabilisation. Et enfin, on est très clair, c'est pas nouveau qu'il va falloir baisser les financements publics. Donc, les structures, les collectivités, les associations et les services, nos services, tous les services de l'État, les ministères chez nous, sont quand même conscients qu'à un moment donné, il va falloir réduire. Et en fait, c'est ça que personne n'a intégré. C'est qu'il faut être aussi force de proposition à un moment donné et pas attendre que les financements publics tombent du ciel et à la limite qu'on soit perfusé à un moment donné. Madame Tellier, je voulais juste répondre sur le pass culture auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, parce qu'après les sujets ont été abordés, donc je ne vais pas faire de la redite. Le pass culture, il a vocation à lutter contre les assignations sociales et culturelles. Ça reste un outil et c'est pas un acteur de la politique culturelle. Je pense que la Cour des comptes a effectivement mis en avant un certain nombre d'errances de gestion sur le pass culture. Alors non pas sur ce qui arrive sur les territoires, et quoique, il y a quand même un certain nombre de choses qui a été soulignées dans le cadre de la Cour des comptes. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on puisse évaluer quelle est la plus-value du pass culture par rapport aux nombreuses politiques locales, culturelles qui peuvent être menées. Je pense que là, il y a beaucoup de doublons qui sont faits. Alors effectivement, je ne vais pas défendre le pass culture en tant que tel et surtout les baisses de financement, mais à un moment donné, si vous lisez bien le rapport, eh bien on s'aperçoit qu'on finance pas vraiment ce qu'il faudrait que nous financions pour cette ouverture culturelle vers des populations qui n'ont pas forcément ces facilités-là. Oui, sur le même sujet, Florence, une réponse sur le... Juste pour tenter de rassurer un peu Christine Tellier, sur collège au cinéma, juste une précision, on a ajusté les crédits, c'est-à-dire 70 000 euros, à hauteur des consommations, c'est-à-dire que l'année dernière a été consommé un peu plus de 54 000 euros. Donc, pour apporter un peu de positivité dans le sujet, on avait inscrit au budget 80 000 euros pour collège et cinéma, au BP 2024. Là, on inscrit 70 000 euros, mais en fait, on a réajusté les crédits
en fonction des consommations 2024 qui étaient à hauteur de 54 000 euros. Bien, j'avais Jacques Messac qui a demandé la parole. Merci, Président. Oui, Monsieur Chappuis, vous disiez que vous étiez choqué. Moi, je suis choqué ce matin d'entendre un peu tous ces discours qui laissent sous-entendre que les élus majoritaires seraient des élus un peu hors sol, déconnectés de la réalité. Voilà, c'est pas du tout le cas. Nous sommes des élus aussi proches des gens. Et voilà, Aude, tu me l'as enlevé de la bouche, mais c'est vrai que vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est assez simple quand on est dans l'opposition de dire oui, il y a qu'à, Faucon, faudrait, mais le président, l'exécutif, quand on prend des décisions, quand vous êtes aux affaires, eh ben il y a la réalité qui s'impose à vous, la réalité drastique des contraintes budgétaires que nous avons, et les élus de la majorité ont du cœur comme vous, et quand les décisions sont prises, elles sont pas prises de gaieté de cœur en se frottant les mains, du bon allez, ça passe comme ça, on s'en fiche. Non, nous sommes des élus responsables, mais c'est pas toujours simple quand vous êtes aux affaires de prendre des décisions. Et en tout cas, moi, je suis choqué d'entendre les discours des uns et des autres, laissant entendre que nous sommes des élus déconnectés et hors sol. Voilà. Bon, moi je n'entends pas à ce niveau-là, mais oui, Anne Gabory. Donc effectivement, on ne partage pas les mêmes choix, ça c'est indéniable. Bon, il y a une grande partie des choix que nous allons partager, j'en suis sûr aussi. Donc effectivement, voilà, ça c'est clairement, nous sommes dans une assemblée politique qui fait quelques choix différents. Après, il y a l'adaptation à la situation qui est effectivement extrêmement complexe. Jamais connu, hein. Moi c'est du jamais connu depuis 20 ans que je suis ici. C'est la première fois où on voit un tel niveau d'incertitude de la part de financement de l'État. On n'a plus comme ça a été dit, on n'a plus aucune marge, aucun levier fiscal, aucune marge de manœuvre. Donc on n'a pas de perspective où on peut se rattraper quelque part, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui avait été le cas en 2009 ou 2010, quand il y a eu la crise des subprimes. Hop, on a eu un petit sursaut derrière qui nous avait permis de nous remettre à flot. Là, c'est ça, on n'a pas la perspective. Quand je ne sais plus lequel d'entre vous disait, on n'a pas de perspective sur ce qui va suivre. À part vous dire que 2026 sera certainement plus dur que 2025, je ne peux pas vous dire plus. On aura fait les efforts dans 2025, on aura produit des efforts qui nous permettra peut-être de mieux passer 2026 que d'autres collectivités ou d'autres départements qui ont fait... Je ne vais pas dire fait le choix d'un budget insincère, ça serait un peu dur de ma part, mais qui ont volontairement minoré. Moi, j'aurais pu vous faire inscrire, par exemple, 120 millions d'euros de recettes de DMTO, ou 110, ou 115. J'aurais pu vous faire inscrire aussi 100 millions d'euros de RSA, parce qu'en partant du principe qu'on va tous se batailler pour qu'on remette les gens sur le chemin de l'emploi. Et dans ce cas-là, le delta, on aurait eu un delta de 20-25 millions d'euros, et le tour était joué. C'est pas ce que nous avons choisi de faire. Nous avons choisi vraiment d'être dans la sincérité, la transparence. Anne Gabory. Oui. Et Christian Brault. Juste quelques mots pour revenir notamment sur le RSA dont vous avez parlé. Je rappelle quand même que nous avons augmenté notre ligne du RSA qui se monte à 108 millions pour l'année 2025 dans la proposition de budget. Donc ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant. Je rappelle aussi que les aides du gouvernement, comme ça a été rappelé, ne sont pas au rendez-vous en 2025 comme elles l'ont été en 2024 et précédemment pour tout ce qui s'est passé sur l'expérimentation. Donc il va falloir user de beaucoup de travail et de collaboration avec toutes les structures pour pouvoir répondre à l'enjeu des 15 heures notamment. Alors nous allons subventionner, vous le savez, des structures, et je voulais préciser que sur les moins 15% que nous proposons de baisse pour subventionner les structures d'insertion par l'activité économique, ce n'est pas une surprise. Depuis presque un an maintenant, on les a dirigés vers un activateur de transition. C'est-à-dire, on les a dirigés pour les aider à trouver de nouvelles ressources, pour trouver des moyens de se réinventer, de s'allier, de faire en sorte que les fonds publics soient toujours là, bien sûr, mais peut-être de moindre mesure, parce qu'on savait pertinemment que ça arriverait. Donc, c'est pas une surprise vraiment. Et on a pris les devants. C'est pas une surprise choc du moment. C'est quelque chose qui était prévu, qui a été dit et redit.
Et ces structures sont bien en main en ce moment pour essayer de se réinventer et de trouver de nouvelles ressources. Ça ne veut pas dire qu'on les soutiendra plus. Ça veut dire que peut-être il y aura d'autres moyens de vivre. Après, on va dynamiser cet écosystème. On va essayer de leur faire beaucoup d'activités, de se mettre en mouvement autrement, faire en sorte que tout cet écosystème vive, mais peut-être avec moins de moyens, puisqu'on a moins de moyens, tout simplement. Et 2 mots sur Amidon, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Amidon, il faut savoir que, bien sûr, maintenant, c'est liquidation judiciaire, donc voilà. Mais on a toujours été présent auprès d'Amidon, je veux quand même le dire. On l'a soutenu financièrement, on l'a soutenu de façon constante. On a multiplié les alertes auprès d'Amidon face à ces difficultés économiques. On a sollicité des rendez-vous, on a demandé des comptes détaillés, et toutes les infos ou les rendez-vous n'ont pas toujours été honorés, il faut le dire. Et toutes ces sollicitations qui n'ont pas été entendues, tous ces documents qui n'ont pas toujours été transmis, toutes ces alertes répétées que nous avons fait auprès d'eux, eh bien, ça donne malheureusement ce résultat aujourd'hui. Mais le résultat est là, c'est qu'on ne peut pas faire à la place non plus des gens quand on leur dit qu'il faut peut-être redécouper une activité, peut-être se rapprocher d'une autre structure pour s'allier. On a vraiment fait ce qu'il fallait auprès d'Amidon, croyez-le. Et Amidon, aujourd'hui, bien sûr, il y a liquidation judiciaire, mais je pense qu'il aurait été bien qu'Amidon nous entende et qu'Amidon puisse se réinventer et peut-être se rallie à d'autres structures. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Christian Brault. Oui, merci, Président. 2 points, parce qu'il a été évoqué à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je crois que c'était pour le transport des élèves en situation de handicap. Quand même repréciser. Pour les personnes âgées, oui, c'est intégrer l'évolution du nombre de personnes âgées, et cette évolution, se placer dans cette évolution. Avec une progression du budget, ça on le cite pas, de 4 millions d'euros. C'est presque 5% d'augmentation du budget en ce qui concerne les personnes âgées, toutes politiques confondues, à l'intérieur de ça. Et en investissement également, une augmentation dans le cadre du Loiret Bien Vieillir, qui est toujours très dynamique de ce côté-là, pour apporter une amélioration des EHPAD dans le cadre de ce projet. Pour le handicap, vous évoquez le transport en situation de handicap. C'est un travail, d'une part, un travail fin qui a été fait avec les familles, pour que les familles qui transportent leurs enfants à l'école aient une compensation où ils sont largement gagnants par rapport au transport en fonction de la distance, et donc un barème qui est établi. C'est aussi un gain, essayer de travailler sur l'autonomie avec le transport. Mais l'ensemble de la politique handicap, c'est plus 14 millions d'euros. C'est 15% d'augmentation en global sur le fonctionnement. Et si je citais les recettes en ce qui concerne les personnes âgées, le budget c'est 88 millions, les recettes c'est 51 millions d'euros de compensation CNSA, etc. Donc, quel est l'aspect volontariste du département? Je crois que c'est assez évident. Et c'est la même chose sur le côté handicap. Donc là, réellement, on montre réellement le côté volontariste de cette politique du département dans ces 2 axes. Bien, merci. Je crois que Marie-Agnès Courroy va demander la parole aussi. Oui, parce que moi aussi, je suis vraiment en colère. Quand on parle de monopole du cœur, enfin, personne ici, on a 80% à peu près de notre action, c'est une action sociale. On n'a pas accusé les uns d'avoir ce monopole, de ne pas l'avoir. Ça me semble, dans un moment où on veut une société apaisée, une société qui crée du lien et qu'on s'éloigne des sectarismes et qu'on s'éloigne de ces verrues et de ces cancers, eh bien, moi, ça m'est insupportable. Maintenant, quand on me parle de rustines, l'aide aux associations, c'est tout sauf des rustines. C'est-à-dire qu'on travaille sur la prévention. Et si on ne veut pas mettre de rustines,
Il faut vraiment mettre cet accent sur la prévention, sur l'accent sur le vivre ensemble. Qu'on demande aux associations un véritable travail, conscience financière d'un budget, que les actions soient évaluées, ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, il faut absolument qu'on n'abandonne pas les associations, qu'on n'abandonne pas, je pense au planning familial, parce que les interventions dans les lycées et dans les collèges, c'est aussi la protection, ça représente la protection de nos jeunes. C'est aussi une information qu'ils ont, garçons et filles, ensemble. Et donc, on travaille en ce sens. Et il faut vraiment, même si la région, effectivement, pourra intervenir au lycée, mais nous allons intervenir sur nos jeunes. Et on ne peut pas faire l'économie de cela. Donc, simplement, voilà, on ferait peut-être bien de commencer à apprendre à vivre ensemble. Moi, je suis en colère. Vous n'allez pas tous être en colère comme ça, quand même. Bon. Oui. Ce que Florence disait tout à l'heure, c'est que sur les autres territoires, les collectivités, donc que ce soit la ville de Gien ou je ne sais pas si les interco et ou l'agglo de Montargis contribuent aussi donc au planning familial. Donc voilà, ça serait peut-être un juste retour des choses si on avait un financement un peu identique sur le territoire de la métropole. Donc voilà, c'est juste voilà. Oui, alors il y a Hugues Rimbourg qui n'avait encore rien dit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste pour rebondir sur ce que disait Anne Gabory sur 1,45 million qu'on suit depuis un peu de temps. Effectivement, il y a une demande qui leur a été faite d'un accompagnement par France Active et d'un rapprochement avec d'autres structures supposément plus rentables pour dégager un peu de marge financière. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est que cet accompagnement, c'est pas qu'il n'a pas eu lieu, c'est que les structures, il n'y a pas de structure qui soit suffisamment en bonne santé pour accueillir des structures qui sont encore moins bien financièrement. Alors, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Moi, c'est le constat que je fais. On les a Moi, je pense qu'il n'y a pas de structure qui pouvait prendre... Anne, je vais donner la parole après. Pardon. C'est bien qu'on puisse discuter, mais moi, la vision que j'en ai, c'est que... on cherche à cet idéal qu'on a d'un modèle économique où ces structures seraient plus rentables et auraient besoin de moins de subventions, il n'existe pas. Parce qu'ils sont rapprochés de Pléiade, ils sont rapprochés de Orléans Insertion Emploi. Il n'y a personne qui veut d'eux. Parce que les structures qui sont censées les accueillir, elles sont elles-mêmes dans une situation financière difficile. Donc, on promet la lune là, à ces structures. Et finalement, le résultat, c'est quoi? C'est la liquidation judiciaire, financière, pardon. C'est du personnel qui était là, dont les projets s'arrêtent, une équipe de bénévoles qui était très engagée depuis des années. Ça fait 30 ans que cette association existe. Tout s'arrête. Et bon, faut relancer l'activité. Ça va pas se faire. Là, il y a une perte d'énergie qui est terrible. Et puis des destins des personnes qui étaient en reconversion, qui avaient des projets, tout s'arrête. Donc on entend cette demande aux structures vers un accompagnement, vers d'un modèle économique plus rentable, mais ça semble pas exister. Ça, c'est un vœu pieux et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Bien, merci. Hugues Saury reprend la parole. Monsieur Saury. Si vous le permettez, Monsieur le Président, moi je trouve que c'est un débat qui est très intéressant, mais je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire que d'un côté de l'hémicycle, on explique qu'il y a une obligation de faire des économies qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros sous peine de cessation de paiement, et que cette obligation de faire des économies, elle est due au fait qu'il y a des injonctions et des obligations qu'on ne maîtrise pas, qui sont des politiques nationales. Et puis de l'autre côté, j'entends des propos concernant le maintien de subventions, la création de dépenses nouvelles, et quand, par hasard, au détour d'une prise de parole, il y a des économies, ça concerne une manifestation culturelle qui ne se chiffre pas en millions d'euros, mais en centaines de milliers d'euros.
Donc on voit qu'il y a un grand décalage. Et donc comme il s'agit, j'ai bien entendu, de choix politiques, moi ce qui m'intéresserait, c'est que la minorité, l'opposition fasse un contre-budget, puisque on verrait quelles sont, non pas en dizaines de milliers d'euros, des économies qu'il faut faire, mais en millions d'euros qui seraient proposés. Moi, franchement, ça m'intéresserait de savoir où la minorité réduirait obligatoirement, parce que si on ne réduit pas, on n'existe plus, réduirait donc un certain nombre de dépenses. Parce que là, en l'état actuel, je trouve que c'est un débat qui est intéressant, mais qui est assez virtuel. C'est sûr qu'il peut y avoir, il y a largement plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, bon, le delta dont je parlais tout à l'heure, c'est 20 millions d'euros, 22 millions d'euros, 23 millions d'euros qu'il nous fallait trouver donc pour pouvoir équilibrer notre budget. Mais quand on regarde, quand on agrège toutes les économies qu'on fait, en particulier sur... Là, il y en a un qui ne s'est pas exprimé, mais sur la commission des routes, de la mobilité, où là, l'effort il est conséquent. Là, on est sur des dizaines de millions d'euros qui sont économisés dans cette commission. Après, effectivement, c'est sur les grosses masses budgétaires qu'on a cherché, qu'on a trouvé un ensemble, qu'on a trouvé les économies, les pistes d'économies. Mais effectivement, alors, faire un contre-budget, bon... à titre indicatif, pour voir. Mais bon. Bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Donc là, il est 12h05. Moi, Florence me propose de passer 2 rapports de la commission A, mais pas les plus lourds. Passer le rapport A2 et A6, c'est ça? Oui, parce que je pense que c'est des rapports, enfin bon, après chacun s'exprimera, mais qui amèneront peut-être un peu moins de débat. Donc je vous propose le rapport A2 concernant le conventionnement avec l'État relatif à l'évolution du dispositif des intervenants sociaux en commissariat. Et c'est Farah Loiseau qui vous le présente. Monsieur le Président, chers collègues, le présent rapport a pour objet de présenter un projet de convention 2025-2028 avec l'État relatif au pilotage par le département du Loiret de l'ensemble des intervenants sociaux placés auprès des forces de l'ordre dans le Loiret, ainsi qu'un projet de convention d'attribution de subventions. Le département, chef de file de l'action sociale, contribue à la mise en œuvre de différentes politiques publiques et plans nationaux, tels que la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, la lutte contre la pauvreté, la prévention et la protection de l'enfance. Ces différents axes s'inscrivent dans des approches pluri-institutionnelles et partenariales. Les intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat sont identifiés comme ayant vocation à organiser et mettre en œuvre cette fonction d'interface entre les services qui ont en charge la sécurité et l'ordre public, témoins lors de leur intervention de situations de vulnérabilité sociale nécessitant un traitement socio-éducatif en parallèle d'un traitement pénal. À ce titre, le Conseil départemental du Loiret a souhaité s'engager auprès des forces de l'ordre par la création de 2 postes d'intervenants sociaux en gendarmerie, ISG, depuis 2021. Parallèlement, 2 intervenants sociaux en zone police, commissariat, portés par le lieu d'accueil et d'écoute et l'EDAFI, sont financés par l'État dans le cadre d'une action ciblée sur les femmes victimes de violences conjugales. La convention entre le Conseil départemental, la Gendarmerie nationale et la préfecture a été renouvelée le 12 juillet 2024 pour une durée de 3 ans, de 2024 à 2027. Les disparités de pilotage et de pérennité d'intervention entre les zones police et gendarmerie ont questionné l'ensemble des acteurs lors du dernier comité de pilotage. Aussi, il est proposé que le département devienne l'unique pilote de l'ensemble des intervenants sociaux en gendarmerie et commissariat, avec une action auprès de toute personne vulnérable socialement en et hors champ pénal. Dans cette hypothèse et dans une logique conservée de parité, l'État demeurera financeur des postes situés en zone police. Les intervenants sociaux en commissariat seront placés sous l'autorité hiérarchique du président du conseil départemental et sous l'autorité fonctionnelle de la direction interdépartementale de la police nationale. Le projet de convention 2025-2028 précise les modalités relatives au financement et à l'organisation de la mise à disposition des intervenants sociaux en commissariat. Je vous propose donc d'approuver les termes du projet de convention 2025-2028 et du projet de convention d'attribution de subventions entre l'État et le département du Loiret, tel qu'annexé au présent rapport. Ainsi, et aussi, inscrire en crédit les recettes de l'État afférentes sur l'action G0501-101, chapitre 013, article 64-19 de la politique budgétaire ressources humaines sous réserve de vote du budget départemental 2025.
Merci. Donc voilà, ça c'est une action nouvelle, mais financée à 100%. Donc il y a un engagement de la préfète, de service de l'État, de financer ces 2 postes à 100%. Mais par contre, la gestion des ressources humaines, c'est le département qui assurera la gestion des 4 postes. Bon, il y aura peut-être plus de flexibilité, mais en tout cas, il y aura une unité de traitement sur tout le territoire, et ça, je pense que c'est plutôt un point très positif. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport A2 ? Non, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Tout va bien. Votez à l'unanimité. Bien, Florence, on continue. Allez, rapport A6 qui vous est présenté par Aude Denisot concernant le règlement de l'appel à candidature pour l'élaboration du plan écran. Le présent rapport permet de vous présenter le choix qui a été fait concernant l'élaboration et la mise en place de ce plan écran. Juste en préambule, je vous rappelle que la réussite tend à concilier l'épanouissement personnel, la relation aux autres et la réussite scolaire. La politique éducative départementale se structurant en 3 axes. Vous voyez que ce plan écran permet d'appréhender les trois thématiques, c'est-à-dire favoriser la réussite scolaire et professionnelle des collégiens loiretains, favoriser leur santé et leur bien-être et favoriser leur émancipation citoyenne. Voilà, on sait que la surexposition aux écrans ne permet pas ces 3 thématiques pleinement. Donc l'Assemblée départementale a approuvé la publication d'un appel à candidature pour l'accompagnement du Conseil départemental dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan d'action de sensibilisation des collégiens aux risques liés à la surexposition aux écrans. Elle viendra en complément de toutes les actions menées par la PMI déjà depuis de nombreuses années. Vous avez donc le planning de dépôt des candidatures, pour lequel qui a été ouvert en octobre, clos en fin novembre, et puis ensuite l'instruction a permis que la mission puisse se réaliser entre le 23 décembre 2024 et le 23 juin 2025. Donc l'appel à candidature étant ouvert, nous avons reçu 2 candidatures, celle du réseau Canopé et celle de l'Apléat ACEP. Alors le réseau Canopé est en fait l'établissement public à caractère administratif missionné par le ministère de l'Éducation nationale pour la formation de ses professeurs, et puis l'Apléat est l'association de santé et de solidarité qui développe des actions de proximité, voilà, avec une attention particulière pour les mineurs ou les jeunes majeurs. Après examen des candidatures et l'audition des candidats, le choix s'est porté sur le réseau Canopé, qui propose le prix le mieux disant tout en répondant aux exigences du cahier des charges. Nous avons donc commencé à travailler sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action de sensibilisation des collégiens aux risques liés à la surexposition aux écrans. Le travail est en cours en plusieurs étapes. Une enquête auprès des personnels de direction, les 58 collèges privés et 58 collèges publics et 12 collèges privés, puis une enquête approfondie auprès des collégiens et jeunes de 3 établissements. Une analyse très fine a été menée et donne des résultats déjà très précis. Un webinaire est en cours de constitution, création, que nous allons ensuite animer en 2 fois, et puis ensuite un gros travail pour générer des idées et concevoir des solutions sera mené en réunissant tous les partenaires actuels et potentiels autour de cette question, de manière à rédiger un appel à projet qui permettra de mettre en place un plan, nous l'espérons, ambitieux, et nous y travaillons en ce sens. Et donc je voudrais saluer les services du département qui font un travail très conséquent interdirection, et puis le réseau Canopé qui travaille vraiment fort et avec lequel nous travaillons vraiment en concertation et avec un travail de fourmi qui va, je pense, mener un bon boulot. Voilà. Bien, merci. Il ne pouvait pas y avoir d'autres élus que toi pour présenter ce rapport-là. On sait que tu es très engagé sur cette problématique de la lutte contre les écrans. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non, pas de questions. Nous allons voter. Donc, je pense qu'il y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Écoutez, je pense que Florence,
Ouais, vaut mieux rester là, parce qu'après, ça sera... Non, vous voulez faire un rapport budgétaire? Ben, enfance, c'est très long. Et après, comment? Non. Allez. Non, bon, je laisse la présidente décider, parce que c'est vrai que je pense que là, c'est les rapports budgétaires, donc il faudra être quand même assez... Bon, donc nous reprenons pas plus tard que 14h30. Hein, donc voilà, vous êtes libérés. Et donc on rattaque à 14h30 jusqu'à 17h ce soir. Merci.